Le lieu de réunion le plus spectaculaire est la fontaine. Là, les femmes ne connaissent ni Dieu ni maître. Les jeunes sont chez elles et en prennent à leur aise. Libres propos, plaisanteries, osées, chants. Quelquefois, elles sont vraiment déchaînées. Souvent, la cruche d'eau n'est qu'un prétexte pour sortir, se montrer, exciter des jalousies ou parler d'un parti. La fontaine tient une place estimable dans le cœur de la jeune Kabyle. Cependant, il faut dire aussi que cela manque un peu d'intimité. Et lorsque les femmes d'un quartier ont pour se retrouver un endroit comme la maison de Kamouma, elles ne prisent rien de mieux. Kamouma a un moulin à bras fixé juste en face de la porte. Tout le monde sait que ce moulin est disponible à n'importe quel moment. La mouture du blé ou de l'orge est confiée à la bru ou à la fille aînée. Elle se fait à la rentrée des champs, après le repas de matin. C'est à ce moment-là qu'on est libre, que les hommes sont dehors. Pour celles qui n'ont pas de moulin, il devient une habitude d'aller moudre chez Ima Kamouma. Naturellement, ce n'est pas Kamouma qui va solliciter une poignée de farine, mais la bru l'oblige à en prendre avec un clignement de yeux significatif, car, tout en maniant le manche du moulin, elle n'a pas cessé d'accompagner le crissement monotone des meules de toutes sortes de confidences écoutées attentivement par la vieille. La fille aînée a également des choses à confier, et comme il faut se montrer gentille et mériter les éloges dont on a besoin pour se marier un jour, elle aussi invite Imma Kamouma à prendre un peu de farine. Cela ne veut pas dire qu'il s'agit là d'une règle générale et qu'il faut payer le droit de moudre. La vieille ne tient pas du tout à donner cette impression, mais elle est bien indulgente. Elle accepte les secrets. Elle sait consoler et détruire d'un mot un souci futile ou une mélancolie sans objet. Certains voisins sont à l'étroit chez eux. Ils n'ont qu'une seule pièce. Lorsque les enfants sont petits, on dort sur la même natte, l'un à côté de l'autre. Le plus petit contre la maman, le papa derrière, les autres, par rang d'âge, alignés le plus loin possible des parents. Mais quand les enfants sont grands, le fils aîné déserte la maison pendant la nuit, et tôt ou tard, il a sa chambrette. Le père a ostensiblement sa place à l'écart. La mère occupe un coin, où elle se niche avec les tout-petits. Les plus embarrassantes sont les filles qui comprennent tout. Lorsqu'on s'offre un refuge sûr pour y faire passer la nuit, c'est une bénédiction. Voilà pourquoi Kamouma ne dort jamais seule. Elle a constamment hébergé une jeune fille gênante, tantôt l'une, tantôt l'autre, selon les circonstances. Sa maison est devenue pour beaucoup de filles du quartier une sorte d'antichambre prénuptiale. Dire qu'elle en tire un gros avantage serait de l'exagération. Néanmoins, à vivre ainsi avec elle, les jeunes peuvent mesurer son dénuement, et elles en parlent à leurs parents. On ne se fait pas d'aumône entre voisins, on cède. La vieille a un burnous à vendre, on le sait, le voisin propose de l'acheter. Il n'y a aucun mérite à cela, car l'acheteur en a précisément besoin. D'ailleurs, il offre le prix qui lui convient. Toutefois, on peut considérer que c'est là un service, car il ne manque pas de burnous au marché, et Kamouma n'est pas femme à proposer une vente. Elle sait qu'elle ne doit compter sur personne. Aussi, les plus petites marques d'intérêt qu'on lui témoigne lui font-elles beaucoup de bien, et par-dessus tout, l'estime dont elle se sent entourée. Lorsqu'on la rencontre, les hommes lui disent bonjour, les premiers. Les femmes l'appellent toute Nana, et les jeunes Imma. Elle n'a pas besoin d'aller à la fontaine. Elle reçoit quotidiennement sa cruche d'eau, de l'une ou de l'autre. Si on rentre des champs, de temps en temps, on lui jette en passant une brassée de bois sec.
Ceux qui par hasard donnent une fête ne l'oublient jamais et lui apportent son assiété de couscous avec un petit morceau de viande. Comment vouloir après cela déchoir, s'abaisser à découvrir sa faim, à demander, à mendier? Ainsi, elle a pu vivre petitement en vendant, en troquant un objet ou un service, en cédant le superflu. Elle a pris l'habitude de ne pas manger à sa faim. La faim, une vieille connaissance. Le procédé est simple. Il faut diminuer petit à petit la ration de belles boules ou de galettes, mélanger beaucoup de son à la farine, faire provision de glands pendant la saison. Il y aura toujours une jeune fille pour les moudre. On peut réussir une galette avec 2/3 de glands et le reste d'orge. Il y a aussi les jeûnes qu'on peut multiplier à loisir, qui plaisent tant aux prophètes et vous font bien voir des gens pieux. Ceux qui sont habitués à se priver ainsi savent qu'on arrive aisément à supporter la faim. On perd progressivement l'appétit. On est sous-alimenté, mais on ne souffre pas plus que le suralimenté. Question de degré, en effet. Les jours les plus douloureux sont ceux des fêtes religieuses. On a beau faire alors, le corps ne résiste plus. On a des envies, des odeurs vous enveloppent. On est si triste de ne rien avoir. Il est vrai que des âmes charitables songent un peu aux malheureux. On finit tout de même par goûter un peu de tout ce qui se mange aux alentours. Mais ces jours-là, impossible de ne pas faire figure de pauvre et de ne pas se sentir pitoyable. Au début, chaque fête publique était un deuil pour Kamoma. Par la suite, elle s'accoutuma à la pitié des gens. Son orgueil et son désespoir s'usèrent peu à peu. Elle finit par recevoir les dons avec plaisir. Elle s'ingénia même à faire quelques réserves pendant ses jours de liesse. Alors tout rentra dans l'ordre. Sa susceptibilité s'éboussa à la longue, car le pauvre finit toujours par comprendre que la pauvreté n'est pas un vice. Ce n'est pas un vice, mais un état qu'il faut remplir, tout comme un autre. Il a ses règles qu'il faut accepter et ses lois auxquelles il faut obéir pour ne pas être un mauvais pauvre. Et cela jamais Kamoma ne le voudra. Un pauvre est avant tout celui qui sait attendre. Dieu donne toujours à qui sait attendre. C'est pour cela que les voisins préfèrent ne pas se substituer à lui et se contentent le plus souvent de s'isoler pour bien manger derrière leur porte close. Combien de fois Kamoma sentit son ventre vide s'exaspérer, quand lui parvenait l'odeur du bouillon épicé, ou en entendant le choc de la pâte qu'on pétrissait pour préparer des beignets. Un matin d'hiver glacial, elle ne put tenir. Elle entra chez ses voisins et demanda quelques braises pour allumer son foyer. C'était un prétexte. Ses yeux larmoyants et sans cils virent la maîtresse de maison jeter un foulard sur le grand plat plein de beignets. Puis la femme se leva précipitamment pour lui venir au-devant de Kamoma. Le ton gêné dont elle rendit le bonjour, ainsi que l'odeur d'huile chaude qui prenait à la gorge, dévoilaient clairement ce que le foulard cachait. La vieille honteuse battit en retraite. Elle revint grelotter chez elle et laissa choir près du canon vide son morceau de plat qui lui servait de pelle à braise. 2 minutes après, la fille de la maison entra, lui portant une pleine louche de charbon écarlate et une bûche à demi consumée qu'elle disposa en toute hâte dans le creux du foyer. Puis elle s'éclipsa sans un mot. C'était pour revenir plus vite. Cette fois, elle portait 2 beignets dorés,
dégoûtant d'huile et une tasse de café toute fumante. La jeune fille marchait avec précaution et souriait malicieusement. Elle assembla les braises dans le foyer, autour de la bûche, souffla dessus pour allumer, ne s'en alla que lorsque la flamme claire lui parut maîtresse du canon. Oui, on se devine aisément entre voisins, on se connaît. Ce n'est pas que l'on soit sans cœur, mais on ne peut se mettre constamment à la place des autres. Alors enfin les oublier. La seule chose qu'on peut faire est de vivre discrètement. Nous appelons cela de la décence. Et en général, nous sommes décents. Il y a sûrement beaucoup de honte à être heureux, non pas à la vue de certaines misères, mais lorsque le bonheur semble narguer. Ce défaut, les Kabyles ne l'ont pas. Par pudeur, le riche se cache pour bien manger, et le pauvre pour avoir faim à son aise. Malheureusement, il y en a qui perdent cette pudeur et qui deviennent alors insupportables ou odieux. C'est le pauvre, naturellement, qui devient insupportable. Les gens sont excédés de l'entendre toujours se plaindre et de le voir étaler sa misère qu'il exagère avec complaisance. Il finit par ne plus avoir aucune dignité et aussi quelquefois par se livrer à toutes sortes de malhonnêtetés. Le riche est odieux quand il manque de discrétion. Nous disons que le riche insolent trouve toujours sa punition. Si nous le disons, ce n'est pas par naïveté. Nous parlons d'expérience. Nous sommes sûrs que tout se paie ici-bas. C'est pour cela que dans notre esprit, le bon pauvre est celui qui sait attendre. Bien entendu, l'attente n'est pas indéfinie, car quand quelqu'un meurt dans sa misère, sans aucune compensation, nous sommes convaincus que c'est la mort elle-même qui constitue cette compensation. Nous disons, la mort a délivré un tel, et nous rejoignons l'éternelle sagesse. Pour ce qui est de Kamuma, le retour surprenant de son fils perdu est tout simplement une décision divine. Amer est venu exécuter les desseins d'en haut. Et la mère bénit son bon Mektoub.